mutuelle. Alors, ce soir, ben, on a l'immense plaisir hein, d'accueillir parmi nous Madame Yolande Cohen, qui est professeure au département d'histoire de l'UQAM et qui est spécialiste de plein de sujets, mais entre autres des mouvements de migration des Juifs marocains vers Montréal. Et ça va être évidemment le sujet de notre rencontre ce soir. Je voulais simplement signaler aussi que le projet dans lequel Mme Cohen a accepté de participer, c'est un projet que la Société d'histoire de l'île Jésus a fait autour des communautés juives et haïtiennes, entre autres, et qui est financé et chapeauté par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Donc, c'est grâce à eux que on est tous réunis aujourd'hui ce soir. Eh bien, j'en rajoute pas plus et puis je laisse la parole à Mme Cohen. Merci infiniment de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous ce soir quelques éléments de réflexion et de présentation de cette question des migrations juives marocaines. Et là, j'ai choisi plutôt d'aborder la question de l'établissement. Alors, avant, on parlait d'intégration. Maintenant, je pense que c'est un peu plus compliqué. On sait combien il est difficile pour des immigrants de s'intégrer. Et donc, on parle plus souvent d'incorporation. Mais avant, il y a d'abord le processus d'établissement. Alors, je suis l'autrice de cet ouvrage, Les Séfarades du Québec, en fait, que j'ai dirigé. C'est mon équipe de recherche qui a publié une partie des résultats d'une enquête que nous avons menée, que nous menons depuis un certain temps maintenant déjà, sur les Séfarades du Québec, qui est paru chez Delbusso, éditeur. Donc, je vous inviterai pour avoir plus de renseignements, d'avoir peut-être de le regarder. Je vais mettre mon écran un peu plus, voilà, un peu plus, voilà, parce qu'autrement, ça me cache mon PowerPoint. Et j'espère que tout le monde voit bien. Alors, c'est une émigration qui est assez particulière, je dirais, pas parce que c'est un nouveau groupe, la communauté juive de Montréal, dont vous avez déjà entendu parler certainement par mes collègues, est une communauté qui est établie à Montréal depuis 2 siècles et demi, presque 3. Et elle a connu plusieurs vagues de migration à différents moments de son histoire. Et donc, ce n'est pas particulier que les Juifs viennent s'installer à Montréal. Ce qui est particulier, c'est la période à partir de laquelle, ou au moment où ces Juifs arrivent. C'est une période qui est plutôt propice à l'établissement de nouveaux immigrants, puisque le gouvernement du Québec vient de se doter de politiques migratoires. Et en fait, c'est une communauté qui est francophone. On va le voir un peu plus tard. Et c'est peut-être cette particularité-là qui est tout à fait notable et qui va rendre cette immigration relativement intéressante pour nous. Donc, Montréal est une grande métropole. C'est une ville cosmopolite et elle est un port d'entrée de tous les immigrants en Amérique du Nord. C'est tout le long du XXe siècle. Ça a été le cas pour différentes vagues migratoires. Et donc, elle abrite aujourd'hui une grande communauté juive qui est très, très diversifiée, mais dont le quart maintenant se dit séfarade. Donc, on est intéressé aujourd'hui à regarder justement qui sont ces séfarades. Les séfarades sont une branche du judaïsme qui oppose, ou en tout cas qui est composée de séfarades et d'ashkénazes. Séfarades venant relativement de la péninsule ibérique, du nom de séfarade Espagne, et ashkénazes venant plutôt de l'Europe centrale, Europe de l'Est. Donc, les Juifs de Judée et de Galilée, initialement, ont essaimé un peu partout sur le pourtour méditerranéen, créant des communautés
autochtones dans les pays autour de la Méditerranée, donc, ainsi qu'en Perse, en Irak. Et sous l'Empire romain, un grand mouvement de conversion au judaïsme va accroître la population juive de plus de 10%, surtout en Afrique du Nord et en Orient, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb et le Mashrek. Maghreb pour l'Afrique du Nord, Mashrek pour les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Avec la conquête de l'islam au 7e siècle, la majeure partie de ces habitants autochtones de l'Afrique du Nord sont convertis d'abord au judaïsme, puis au christianisme, vont presque tous être contraints à s'islamiser. C'est la grande vague d'islamisation de cette région. Et au Moyen-Âge, on va voir de nombreux lettrés juifs qui voyagent entre l'Afrique du Nord et l'Espagne, jetant les bases d'une ère culturelle commune, effaçant quelque peu les distinctions ethniques entre les juifs d'Espagne et ceux de l'Afrique du Nord. C'est un âge d'or, l'âge d'or de séfarade, un terme en usage depuis le 5e siècle de notre ère, dont l'origine hébraïque désigne l'Espagne et par extension réfère à ses habitants juifs. Donc initialement, uniquement l'Espagne, mais comme l'Espagne est un grand empire qui va essaimer un peu partout, on va voir des séfarades aller un peu partout le long de la Méditerranée, mais aussi dans les pays tenus par cet empire. Cette ère s'achève avec l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal par les rois chrétiens en 1492 et 1497, et ces populations vont être chassées ou forcées à se convertir, et donc, quand ils sont chassés, ceux qui choisissent, entre guillemets, l'exil, une bonne partie d'entre eux vont se retrouver en Afrique du Nord, mais aussi dans les Balkans, en Turquie et dans le nord de l'Europe, par exemple en Hollande, où Spinoza, par exemple, est un exemple de ces familles séfarades qui se sont installées après l'expulsion, également en Grande-Bretagne. D'ailleurs, la Grande-Bretagne va être celle d'où viennent les premiers marchands juifs séfarades en Nouvelle-France. Ceux qui sont restés en Espagne doivent renier leur foi et se convertir au christianisme. Et il y en a beaucoup qui vont rester et ils vont former l'importante et complexe population des crypto-juifs surnommés les maranes ou les conversos pour dire convertis, qui pour certains d'entre eux continueront de pratiquer leur judaïsme en secret. Et donc, c'est bien intéressant de voir que le maranisme, c'est-à-dire cette forme de pratique de la religion juive en privé et du christianisme en public, vont être, avec l'exil, des expériences déterminantes dans la formation de l'identité séfarade. Maranisme et exil, donc on voit que déjà se construisent les éléments importants de cette identité séfarade. Ainsi, on peut dire que les pratiques d'adaptation de ces communautés à leur environnement social peuvent aller très loin sans entamer leur sentiment d'appartenance au groupe juif. En d'autres termes, ces populations apprennent très vite la nécessité de maintenir leurs convictions et leurs pratiques religieuses dans l'espace privé qui leur permettent de faire des accommodements dans l'espace public. On le voit, hein, j'annonce un petit peu mes couleurs ici, c'est-à-dire qu'on voit très bien que cette histoire d'exil et d'expulsion va entraîner des formes particulières de l'identité séfarade qui vont être une très grande adaptation au processus de migration. Alors, une fois que j'ai rapidement brossé le portrait de ces populations multiples du pourtour méditerranéen, on peut voir que ce sont des populations qui ont déjà une histoire d'exil, hein, et qui ont déjà une histoire de migration à l'intérieur des pays, bien sûr, dans lesquels ils vivaient, mais aussi de migration externe sous le coup de politiques antisémites. Les rois catholiques n'ont pas été tendres avec les juifs, et cette inquisition va vraiment marquer cette histoire des juifs séfarades. Alors, dans quel contexte ces juifs qui ont déjà vécu, mais en fait
il y a quand même plusieurs siècles d'émigration, dans quel contexte vont-ils décider de partir du pays dans lequel ils ont vécu pendant plusieurs centaines d'années, puisque il y a au Maroc une population autochtone séfarade qui ne vient pas d'Espagne, mais qui est autochtone au Maroc et qui est là depuis 2000 ans, et donc qui va décider comme ça de rompre avec le pays de leurs ancêtres. C'est une période, la période dans laquelle ces migrations s'inscrivent est très importante. Elle est marquée par la Shoah. Bien sûr, on vient de sortir d'une extermination massive des Juifs en Europe centrale et occidentale. Et cette période de la Shoah est bien sûr un tournant majeur dans la vie de toutes les communautés juives et va faire de la ville de Montréal un lieu de, même si le Canada n'a pas été particulièrement ouvert à accueillir dans ses frontières, dans son territoire, les Juifs survivants de la Shoah, néanmoins, il y a une vague humanitaire qui balaye l'Europe après cet épisode extraordinairement tragique sur lequel encore on reste perplexe, tellement l'ampleur de ce génocide est important. Néanmoins, les politiques migratoires vont, c'est-à-dire le Canada qui était fermé, va ouvrir un peu progressivement ses portes à quelques survivants de la Shoah, et un premier contingent d'immigrants juifs va suivre les 35 000 réfugiés survivants de la Shoah qui arrivent dans les années 40 à 50. En 50, on va voir les Juifs chassés d'Égypte arriver, quelques milliers arriver à Montréal, et on va voir aussi, avec la création de l'État d'Israël en 1948, Israël accueillir une majorité de ces Juifs qui sont chassés de leur pays ou qui sont chassés de leur pays. Pour l'Égypte, c'est clair, pour l'Irak aussi. Et donc, on va voir néanmoins, au Maroc, ce n'est pas toute la population juive qui part pour Israël, mais plutôt une partie qui est sioniste et qui est encouragée par les militants sionistes à émigrer en Israël. Il reste au Maroc, néanmoins, des Juifs, des classes moyennes européanisées qui parlent français et qui, après l'indépendance du Maroc en 1956, vont faire de Montréal une destination prisée parmi celles qui leur sont accessibles, essentiellement Israël, la France, et quelques-uns vont aller aussi aux États-Unis, mais très peu. Privés de la citoyenneté française qui était conférée aux Juifs d'Algérie, mais pas à ceux du Maroc et de Tunisie, ces derniers vont trouver l'immigration au Canada désirable comme alternative possible à la France et à Israël. Au contraire, les Juifs algériens qui ont acquis la nationalité française dès 1870 avec le décret Crémieux vont faire partie des rapatriés français en métropole après la guerre d'Algérie. Et lorsque le Québec se dote d'un ministère de l'immigration en 1968, le fait de parler français va devenir un critère très important dans les points accordés aux immigrants pour l'acquisition d'un visa, ce qui va leur permettre justement d'arriver au Québec avec des passeports et des visas qui vont leur faciliter beaucoup la tâche. Alors, vous voyez que c'est un élément très complexe. Pourquoi postcolonial? Parce que c'est la période de décolonisation de l'Empire français et de l'Empire anglais, bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout après la Shoah. Pour les Juifs, la question est de savoir où est-ce qu'ils allaient pouvoir vivre sans trop subir des exactions. Et donc, après la Shoah également, l'intervention d'organismes humanitaires comme la Hebrew Immigration Association
qui est l'aile d'immigration du Joint, qui est une grande organisation internationale américaine qui aide les Juifs à se déplacer et à se replacer soit en Israël, soit ailleurs, dans le déplacement des populations établies de longue date et va être appréciée diversement. Si cette aide est complexe parce qu'elle vient bien sûr changer la donne dans les pays où ces Juifs sont installés. En Égypte, en Irak, en Syrie, en Algérie, ces Juifs qui ont été expulsés vont devoir être relocalisés. Et donc, l'aide de ces organisations humanitaires juives, surtout américaines, mais aussi avec l'aide de l'UNRWA, qui est l'association, enfin l'organisation internationale mise en place par l'ONU pour aider les réfugiés. D'autres, comme les Juifs du Maroc, vont trouver asile en Israël pour la majorité d'entre eux, et comme je vous le disais, en France et au Canada, pour ceux qui sont plus nantis, qui ont un capital social et un capital culturel plutôt européen. Donc, on peut dire que c'est un exil traumatique pour une grande majorité de ces départs. Et ça, je voudrais insister vraiment particulièrement sur cet aspect-là, parce que tout le monde n'est pas d'accord pour qualifier cet exil. Certains vont appeler ces migrations des migrations forcées, comme les migrations des immigrants juifs expulsés d'Irak après la création d'État d'Israël en 1948, ou des Juifs chassés d'Égypte en 1950. Pour d'autres, ce sont plutôt des migrations, je dirais, qui sont plutôt économiques. Mais là aussi, il faut garder en tête qu'elles se font dans une période de très grand traumatisme pour les Juifs de tous ces pays-là. C'est dans le contexte d'une plus grande ouverture du Canada à l'immigration que vont être accueillis les premiers réfugiés juifs. D'ailleurs, on les appelle des réfugiés, on ne les appelle pas des migrants à ce moment-là, des anciennes possessions françaises d'Afrique du Nord, surtout au Québec, donc après 1968. Près de 22 000 Juifs de ces pays arabo-musulmans du Maghreb, majoritairement francophones, vont donc s'installer à Montréal et quelques hispanophones à Toronto dans les années 60. Mais cette installation à Toronto était résiduelle jusque, on le verra rapidement, jusqu'à l'élection du Parti québécois, la première élection du Parti québécois en 1976. Et donc, et au référendum de 80. Et donc, cette question de l'immigration des Juifs au Québec était vraiment comme une porte de sortie très intéressante pour ces Juifs qui étaient vraiment, qui se demandaient où aller. Et on peut voir néanmoins que la question du trauma qui a marqué ces migrations est ressentie différemment selon les groupes qui immigrent. En comparant les migrations du Mashrek, donc Proche-Orient et Moyen-Orient, et du Maghreb, Afrique du Nord, on constate des migrations forcées et d'autres qui sont plus ou moins volontaires et qui suivent un peu les besoins économiques de ces populations. Dans le cas du Mashrek, les récits des départs racontent une expulsion massive, la privation des passeports et de la nationalité d'origine, des spoliations de propriétés et des exactions pour ceux qui restent dans leur pays. Donc, on voit, on en a interviewé plusieurs, des émotions fortes et un sentiment de perte et d'humiliation qui accompagnent cet exil très traumatique. La peur et un grand sens d'insécurité et de colère sont très présents dans la mémoire qui nous est transmise par les intervenants que l'on a pu interroger. Dans le cas du Maghreb, en fait, des originaires du Maroc qui sont
en majorité arrivés ici. Il y a peu de Tunisiens et peu d'Algériens qui sont venus ici. La nostalgie du pays perdu, mais aussi un sentiment de perte accompagne le récit des départs. Un flou persistant marque ces narrations qui oscillent entre des souvenirs joyeux et le rappel de petits incidents qui témoignent d'une peur qui n'est pas que passagère. Et là, je voudrais dire aussi que même si cette migration nous est présentée par beaucoup des personnes que nous avons interviewées, et là je vous résume beaucoup, vous aurez plus de détails dans les l'ouvrage que je vous ai mentionné, puis dans les différents articles que je peux vous mettre à votre disposition, si vous voulez en savoir davantage. Beaucoup d'entrevues nous permettent de voir que beaucoup de personnes préfèrent parler d'une migration volontaire et que, en fait, cette migration volontaire était organisée, décidée en famille, etc. Et on oublie très souvent de parler des problèmes et du trauma. Et en fait, je pense que dans les deux cas, on a affaire à un trauma. Bien sûr, dans le cas de l'expulsion, ce trauma est ouvert. Dans le cas de la migration volontaire, eh bien, le trauma apparaît peut-être au détour d'une phrase et même derrière la nostalgie. Donc, ce contexte des départs, pour en finir avec ce contexte des départs, parce que, comme vous savez, si on veut comprendre l'établissement des immigrants, il faut remonter à l'origine de leur départ et à leur origine de préférence dans le pays où ils ont vécu, et parce qu'ils trimballent évidemment énormément de choses avec eux. Ce ne sont pas des histoires qui s'oublient, et les relations familiales, les relations interpersonnelles, le réseau, tout ça est mobilisé pour définir le type de migration dans lequel on s'inscrit. Donc, c'est très important, je le dis toujours à mes étudiants, de savoir dans quel contexte les départs ont été faits. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup des gens que nous avons interviewés neutralisent la question du départ et la montre comme quelque chose de normal, de naturel. On nous dit, bon, on est allé faire des études. Pour les jeunes, souvent, c'est un peu ça. Je vais faire des études en France, ou bien j'ai des amis qui sont venus à l'exposition universelle à Montréal et ils m'ont dit que c'était magnifique, donc venez me rejoindre, etc. Donc, au Maroc, il n'y a pas des mesures discriminatoires vraiment ouvertes à l'égard des Juifs. Ils bénéficient de la nationalité marocaine, donc ils sont des nationaux, mais le sentiment diffus d'insécurité lié à plusieurs éléments, le retrait du pouvoir colonial, mais aussi le fait que ce pouvoir colonial avait déjà instauré, avec les lois de Vichy, une discrimination ouverte à l'égard des Juifs, conduit à une véritable instabilité dans ces populations. Si l'on y ajoute les guerres israélo-arabes et la question palestinienne, qui depuis 1948, évidemment, soulève la colère des populations à l'endroit des Juifs, ainsi que l'action sioniste pour venir sauver ce qu'on appelle le missing million, c'est-à-dire les Juifs des pays arabo-musulmans, qui formait à peu près 1 million de population, on peut mieux comprendre les mouvements de migration massive qui ont lieu en l'espace de 40 ans, en 3 vagues successives qui vident le Maroc de 80% de sa population juive en 48, 53 et 56 à destination d'Israël, et un peu plus tardivement dans les années 60 et 70, quand les premiers et les derniers contingents arrivent au Canada. Dans le récit, les personnes tendent à insister sur la liberté de choix de leur destination, ne faisant que peu de référence au contexte et à leur environnement immédiat. Donc, on ne peut pas vraiment savoir comment cette immigration s'est faite parce que ça reste extrêmement flou. En plus, toute la question des papiers, des visas, etc. est complètement ignorée. On a l'impression qu'émigrer au Canada, c'est d'une facilité déconcertante. Aucun détail ne filtre dans les entrevues sur la procédure d'immigration, et quand la question des papiers, dont on sait quand on travaille sur l'immigration que c'est un élément essentiel
du choix des migrants et du choix du pays d'immigration, c'est si on peut obtenir facilement des papiers ou pas. Ce sont les difficultés d'obtenir un passeport du gouvernement marocain qui sont mentionnées. Donc, on est vraiment dans un univers fermé où on est complètement concentré sur le fait de pouvoir partir. On ne parle pas des institutions canadiennes qu'on connaît peu dans les entrevues, puisque ce sont des officiers de la JAIAS, c'est-à-dire l'organisme qui les parraine, qui s'occupe de toute l'administration de l'immigration depuis la sélection. Leur sélection passe par des agents qui sont sur place à Casablanca ou à Rabat, jusqu'à l'arrivée à Montréal. Donc, la relative facilité de l'immigration signale une prise en charge presque totale de ces questions par ces instances, plutôt qu'une quelconque facilité à immigrer au Canada. On sait que c'est très difficile d'immigrer au Canada, mais eux pensent que c'est très facile parce qu'en fait, il y a d'autres personnes qui s'en occupent. En réalité, le projet de faire immigrer des Juifs du Maroc au Canada a mobilisé une coalition transnationale qui a exercé un lobby auprès du gouvernement du Canada pour inclure ces personnes comme une catégorie spéciale d'immigrants réfugiés, le Canada n'acceptant pas d'immigrants venant du Maroc durant cette période de 58 à 65. Il s'en est donc suivi une certaine victimisation de ces populations, considérées comme vulnérables par les uns, tandis que les personnes elles-mêmes ne se voyaient pas comme des victimes et encore moins comme des personnes vulnérables. Et là, c'est très intéressant de voir la distance qui existe entre la perception que les gens ont de leur processus migratoire et le processus migratoire tel qu'on pense qu'il s'est passé, parce qu'on sait très bien, et lorsqu'on a dépouillé tous les dossiers de la JAIAS et les dossiers de l'immigration, on voit très bien l'énorme effort qui a été déployé par ces organismes pour pouvoir accueillir ces populations. Et donc, ce décalage, cette disjonction dans l'expérience migratoire et la narration historique, quand elle existe, produit un hiatus dans la mémoire collective de la migration des Juifs des pays arabo-musulmans. On peut le dire sur les pays, sur le Maroc, mais je pense que notre enquête montre que c'est vérifié aussi pour les autres pays. C'est pourquoi on trouve des interprétations très différentes de ces migrations. Des historiens comme Shmuel Trigano vont dire que les Juifs ont été exclus, mais pas expulsés des pays comme l'Algérie, Égypte, Syrie, Iran, exclus du Maroc, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une espèce de lieu transitoire entre être un vrai national et sentir son appartenance. Pour d'autres, le sociologue Sami Chetrit, la migration des Juifs nord-africains a été plutôt provoquée par les organisations sionistes en Israël pour repeupler le pays. Et pour lui, il considère que c'est un exil qui a été imposé à ces populations par les groupes sionistes. Shmuel Trigano et Nathan Weinstock inscrivent de leur côté ces migrations dans le contexte du statut de dhimmi, un statut de relative autonomie religieuse, mais où les communautés juives sont néanmoins soumises à la domination de la majorité musulmane, ce statut étant contradictoire avec la volonté égalitaire dans lequel le gouvernement français ou le protectorat français les aurait peut-être fait miroiter une certaine égalité, même si la France n'a jamais prévu aucune égalité pour les Juifs. Néanmoins, peut-être que ce statut, en tout cas c'est l'hypothèse de Trigano et Weinstock, de dire que ce statut aurait engendré un sentiment d'exclusion qui facilite la décision de migration. Cette difficulté à faire émerger une histoire cohérente et complète est sans doute liée au traumatisme de l'immigration, et ces non-dits ou dénis conduisent soit à la nostalgie, soit à l'oubli. Et donc, la mémoire des migrants que nous avons voulu rassembler précisément cherche à combler ces vides par justement l'intervention de la voix de ces personnes, qu'elles soient prises en compte, pour qu'elles soient prises en compte comme un élément important de cette histoire. Alors, quand ils arrivent à Montréal, donc avec tout ce bagage dont j'ai essayé d'esquisser très rapidement les principaux éléments,
qu'est-ce qui se passe? Il trouve à Montréal des traces d'un héritage séfarade qui sont incarnés dans la synagogue espagnole et portugaise, qui est une synagogue qui a été fondée par justement ces marchands anglais qui sont venus en 1760 s'établir au Québec avec armes et bagages, les familles Hart, les familles Joseph, les familles Dessola, etc., et qui vont former cette première synagogue qui est la plus ancienne d'Amérique du Nord et qui s'appelle espagnole et portugaise. Alors vous allez me dire, ben oui, pourquoi espagnole et portugaise? Mais parce que c'était ces juifs exilés par l'Inquisition d'Espagne et du Portugal qui gardent leur identité espagnole et portugaise comme une identité très forte et qui ont recréé à Londres et donc ensuite à Montréal cette identité juive séfarade. Donc on voit que ce séphardisme, qui n'est pas du tout un séphardisme récent, mais qui est un séphardisme ancien, sur lequel se sont greffées les nouvelles immigrations juives ashkénazes du début du XXe siècle, est un terreau fertile qui va être exploité, oui, exploité, ce n'est pas le bon terme, mais qui va être immédiatement reconnu par ces juifs du Maghreb et du Machrek, qui se retrouvent dans cette synagogue qui est encore existante et qui est sur la rue Saint-Kévin dans le quartier Côte-des-Neiges, qui est le quartier des migrants, et va donc leur permettre d'une certaine manière de mêler deux éléments qui étaient totalement disjoints, c'est-à-dire d'une part leur identité juive marocaine qui peut rejoindre cette identité séfarade existante à Montréal. Elle leur permet d'intégrer dans une seule dimension, la dimension séfarade, les aspects pluriels de leur identité hybride et diasporique, tout en affirmant leur attachement à la langue française, langue de la majorité. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que soudain, le séphardisme, ou enfin l'identité séfarade, allait leur permettre, en français, donc, d'affirmer leur identité, non seulement par rapport, bien sûr, aux Québécois d'origine canadienne-française, mais aussi par rapport aux Juifs qui étaient là et qui les accueillaient, qui sont des Juifs anglophones ashkénazes. Alors, en fait, grâce à cette aide de cette communauté juive ashkénaze qui s'est beaucoup mobilisée pour accueillir ces nouveaux migrants et bénéficiant d'une structuration forte de cette communauté d'origine ashkénaze et anglophone, les nouveaux arrivants connaissent une intégration économique relativement réussie si on la compare à d'autres groupes ethnoculturels arrivés à Montréal à la même époque. Dans un ouvrage qu'on a fait avec la BANQ sur les différentes couches migratoires qui sont arrivées, dont les Haïtiens, on voit que beaucoup d'immigrants, pour la première génération d'entre eux, vont connaître beaucoup de difficultés. On le sait, et c'est particulièrement vrai aujourd'hui, et encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans. Mais là, pour les Juifs marocains, on peut dire que plusieurs facteurs vont contribuer à cette intégration économique réussie. Et là, je parle vraiment d'une intégration parce qu'elle est facilitée à tous les moments et à tous les niveaux par la structuration de cette communauté juive qui va tout faire pour trouver des emplois, etc., à ces nouveaux venus. Je passe sur les détails parce que ça pourrait être long de détailler les différents corps et groupes socioprofessionnels et montrer comment cette intégration est réussie. Pour l'instant, vous allez devoir me croire sur parole. L'établissement donc de cette intégration est facilité largement par la communauté juive existante, dotée de tout un système de services sociaux et communautaires quasiment parallèle à celui de l'État et de ses services sociaux, alors déficient en ce qui a trait à l'accueil des migrants. La communauté juive va vraiment se mobiliser pour accueillir ces nouveaux migrants. En 80, l'État québécois, qui
commence à devenir un État, enfin qui a bien avancé dans sa transformation en État-providence, va néanmoins compter beaucoup sur chacune des communautés pour faire le travail d'intégration des nouveaux venus, sauf en ce qui concerne l'apprentissage du français, mais en effet, étant francophones, cela ne les concernait pas tous, en tout cas, une grande partie d'entre eux parlaient français. Ils vont donc s'insérer facilement dans la société québécoise, ce dont témoigne leur installation géographique dans des quartiers traditionnellement juifs et immigrants. Alors là, on voit que oui, ils s'installent, ils sont bien intégrés économiquement, mais là où on voit que leur intégration est entièrement au sein de la communauté juive, c'est au niveau de leur établissement géographique. Et cet établissement géographique montre vraiment très très bien. On a fait une carte, on vient de publier un article là-dessus sur la comparaison entre l'installation des Juifs marocains à Montréal et à Toronto. Et on voit très bien qu'ils s'installent dans les quartiers juifs d'abord et avant tout, plutôt que dans des quartiers qui auraient été des quartiers francophones et où ils auraient... Alors, la question, bien sûr, religieuse est importante puisque, comme vous savez, les juifs pratiquants ont besoin de pouvoir avoir une synagogue pas loin. Donc, dans les quartiers francophones, traditionnellement, il n'y a pas tellement de synagogues, donc ils vont aller là où il y a des synagogues. Mais d'une manière générale, cette concentration ethnique, ethno-culturelle dans des quartiers indique toujours une concentration particulière qu'il est intéressant de comprendre. Alors là, l'implantation géographique, ils s'installent donc dans leur très grande majorité dans les quartiers traditionnellement juifs de l'ouest de Montréal, à Côte-Saint-Luc. Les chiffres sont les chiffres de 2011, 4285 personnes. Ville-Saint-Laurent, plutôt séfarade, 3770 séfarades. Snowdon, Côte-des-Neiges et dans la banlieue ouest, avec une installation à Dollard-des-Ormeaux assez importante. Seuls 1785 d'entre eux habitent ailleurs, Verdun, La Salle, La Chine, et c'est à Ville-Saint-Laurent que les séfarades constituent la plus importante proportion de la population juive du quartier, en étant 45%, donc ils dépassent, enfin ils sont à égalité avec les autres juifs de Ville-Saint-Laurent. On voit même que c'est des proportions qui ont tendance à augmenter parce qu'ils ont un taux de natalité un peu plus élevé et donc la population augmente, qui se dit séfarade, augmente dans ces quartiers-là. L'autre élément qui va être très important, alors on a vu que c'était la question de l'installation va être facilitée par les institutions juives, mais le deuxième élément qui va beaucoup les aider et favoriser leur établissement relativement harmonieux, c'est qu'ils vont tout de suite s'atteler à créer leurs propres institutions. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir ça parce que on peut voir que c'est une communauté qui veut faire communauté. C'est un groupe qui veut faire communauté et qui veut établir sa propre marque identitaire. Alors, ce sont évidemment des personnes qui ont l'habitude de vivre comme des groupes minoritaires. Au Maroc, ils étaient un groupe minoritaire et souvent, on a des réflexes comme groupe minoritaire, que ce soit un groupe ethno-religieux ou autre groupe minoritaire, eh bien, la réaction, c'est de s'associer et de s'organiser. Donc, les premiers arrivés, jeunes gens, vont fonder un premier regroupement de ressortissants maghrébins qu'ils appellent l'Association juive nord-africaine, qui affirme son projet de répondre aux besoins culturels et religieux qui leur sont propres en 1959. Très vite, ce terme d'association juive nord-africaine va être remplacé par séfarade, un néologisme hybride qui leur apparaît donc plus attractif.
En 1966, la Fédération séfarade des Juifs de langue française se transforme en Association séfarade francophone. Cette épellation, qui efface quelque peu la référence marocaine ou nord-africaine, vise à affirmer sa différence face à la communauté juive anglophone en tentant d'offrir un visage unifié d'une communauté en fait très divisée et multiforme, comme c'est souvent le cas. Si ce terme désignait autrefois les Juifs d'Espagne, qui ont été expulsés, comme on l'a dit, sous l'Inquisition, il englobe aujourd'hui les descendants de ces Juifs qui se sont installés en Afrique du Nord, en Hollande, en Grande-Bretagne, Turquie et Balkans, qui parlent judéo-espagnol, ladino, judéo-arabe, judéo-perse, etc. En fait, ces langues, pardon? Bon. En fait, c'est très frappant de voir la multiplicité des langues qui ont été parlées par ces personnes et qui ont été remplacées par les langues des colonisateurs, du colonisateur français dans le cas du Maroc, mais aussi espagnol. Dans le nord du Maroc, l'Espagne avait une enclave qui était sous sa domination, et portugais aussi. Mais donc le judéo-espagnol, le ladino, le judéo-arabe qui est la langue vernaculaire qui était le plus parlée par les Juifs dans les pays d'Afrique du Nord, et donc ce judéo-arabe est véritablement la langue vernaculaire parlée par la plupart de ces personnes qui sont plus âgées. Au fur et à mesure qu'on voit les personnes qui sont nées au début du XXe siècle, on voit qu'ils parlent aussi français à cause de la colonisation. En fait, ces nombreuses communautés originaires de pays musulmans, arabes ou perses qui se sont agrégées au groupe juif marocain à Montréal pour donner lieu à cette organisation séfarade typiquement québécoise, puisque en France, on ne parle pas de juifs séfarades, mais de juifs d'Afrique du Nord, et en Israël, on parle plutôt de Misraï, qui sont les juifs orientaux. Et donc, c'est vraiment une spécialité québécoise que d'avoir, dès les années 60, considéré que l'identité québécoise de ces juifs était une identité séfarade. Ces institutions veulent maintenir une culture vivante pour poursuivre la tradition multiséculaire qui leur a permis de survivre longtemps en gardant leur identité. Ces immigrants bâtissent une impressionnante panoplie d'organisations plus ou moins autonomes, de traditions liturgiques qu'ils reprennent et qui leur sont propres, et d'une vitrine publique par le biais de festivals et autres activités culturelles ouvertes à tout le monde. C'est indéniablement sur le plan culturel et artistique que le passage du judaïsme marocain et nord-africain au séphardisme s'est véritablement effectué à l'occasion de ce qu'on appelle le festival séfarade, qui a lieu tous les ans ou tous les 2 ans, et qui rassemble un peu tout le monde juif avec des galas d'humour, avec Gad Elmaleh qui est venu plusieurs fois faire ses premières classes ici, etc. Ou lors du mois du livre juif de Montréal, dans lesquels s'affiche la vitalité de cette culture multiforme qui se crée et se récrée sur les rives du Saint-Laurent. Et donc, voilà cet élément d'identité qui passe par la culture. On le sait, hein, au Québec, les Canadiens français le savent bien, qu'une des manières de garder son identité, c'est vraiment de garder sa culture, ses traditions et de les rendre plus vivantes, de les garder, de les renouveler, bien sûr, par l'ajout de langue et l'ajout de culture autochtone. Et donc, on voit qu'on garde, mais on transforme. On est juif marocain, mais on est transformé en juif séfarade. On transforme, et ces recompositions identitaires sont bien intéressantes à regarder. Parce que pour les comprendre, il convient de distinguer plusieurs strates constituées par l'entrelacement générationnel de genre, d'origine sociale et géographique.
Bien sûr, cette imbrication de différents éléments et de différentes catégories, hommes, femmes, de générations différentes, de l'origine sociale, tous ces immigrants ne viennent pas des mêmes catégories sociales, même si on peut dire qu'ils étaient des catégories sociales plus aisées que ceux qui sont partis en Israël. Néanmoins, le regroupement familial va faire qu'on va voir dans des mêmes familles des gens avec des statuts socioprofessionnels différents, et l'origine géographique certainement est très différente si l'on vient d'une grande ville du Maroc ou si l'on vient d'un petit village, d'un hameau. Tout ça font qu'on est aussi divers qu'une population habituelle avec sa diversité. Donc, ces recompositions identitaires, j'ai essayé de les organisées, c'est des catégories, hein, comme toutes catégories, elles ne peuvent pas tout recouper, mais j'ai essayé de les regrouper autour de 3 pôles principaux, selon qu'on est de la génération des immigrants ou des pionniers. On voit que pour ces pionniers qui sont arrivés dans les années 60 à 80, on a 3 pôles d'identification au séphardisme, soit l'Espagne mythique, hein, l'Espagne de l'âge d'or, soit la nostalgie du Maroc, soit Israël avec fierté et anxiété à cause des guerres. Donc ces 3 éléments sont très intéressants à remarquer parce qu'ils permettent de voir comment les individus, les populations qui ont émigré tentent de se réapproprier une histoire ancienne et de reconstruire leur mythe. Gérard Bouchard parle beaucoup des mythes de la nation canadienne-française et des Québécois d'origine canadienne-française. Pour lui, les mythes fondateurs sont des éléments d'identité extrêmement importants. Et je crois que pour les immigrants, c'est la même chose. Alors l'Espagne, bon, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'Espagne de l'âge d'or, de la convivialité entre les musulmans, les chrétiens et les juifs, qui a précédé la grande fermeture de l'Inquisition. La nostalgie du Maroc, ben là, c'est le fait de pouvoir continuer d'aller voir son Maroc natal, sa cuisine, avec ses odeurs, ses saveurs, etc. Et Israël, qui est vraiment le lien de la diaspora, et où on n'est pas allé. On n'est pas allé en Israël, on est venu au Canada, on aurait voulu aller peut-être en Israël, mais on n'y est pas allé, et donc on reste attaché à cette identité à la fois ethnique et religieuse, mais surtout historique. Israël est le lieu qui a pu accueillir les Juifs à un moment où plus personne ne voulait d'eux après la Shoah. Donc, il y a quelque chose de très important dans ce rapport à Israël qui va rester très fort dans cette revendication. Alors, donc, l'Espagne, c'est une question qui est importante. Donc, j'en ai parlé un petit peu, et la culture séfarade va donc être le lieu de cette identification à l'Espagne. La nostalgie, c'est les souvenirs d'enfance. Souvent, quand on interviewe les personnes, on voit que le rapport au pays d'origine est complètement idéalisé, et aussi la référence à la culture judéo-arabe qui était partagée entre arabes et juifs est très importante. Elle participe aussi d'une globalisation du monde arabo-musulman et une valorisation de manifestations culturelles qui concernent par exemple la musique orientale que l'on pratiquait avec les Juifs et les Arabes, ou l'accent qui est mis sur les démarches qui permettent de transmettre cette culture. Solidarité avec l'État d'Israël, bien sûr, s'articule autour d'un attachement conservé à cet État depuis l'exil et dans la perspective que les Juifs sont des descendants du peuple d'Israël. Ce soutien s'exprime dans plusieurs de ces publications de la Voix séfarade, et c'est un lien cultivé entre Israël et la communauté juive francophone, s'exprime par des voyages organisés et de nombreux... Excusez-moi. J'avais pourtant fermé mon téléphone, mais ça sonne quand même. Donc, ce lien est très important et très vivace au sein de la communauté. Et donc, on voit que cette communauté, cette population a vraiment, véritablement
constituer un groupe communautaire au sein même de la grande communauté juive de Montréal. Je considère que la constitution de cette communauté a pu se faire parce qu'ils sont arrivés dans une période des années 60-70 de troubles dans les identités québécoises et canadiennes et ont pu bénéficier de l'incroyable ouverture des divers gouvernements canadiens à l'égard du multiculturalisme qui en ont fait leur politique officielle. Et donc, la politique du multiculturalisme a beaucoup servi aux communautés allophones, comme on les appelle aujourd'hui, pas seulement la communauté juive, mais presque toutes les autres communautés d'immigrants, à se constituer par des subventions, mais aussi par tout simplement le processus de reconnaissance. Les subventions vont aider, mais la reconnaissance qu'il peut avoir un regroupement spécifique à des populations va être très important dans la constitution communautaire et donc communautariste, je dirais, de ces juifs marocains. Pour leur part, les gouvernements québécois, y compris souverainistes, vont soutenir l'immigration des francophones venus d'ailleurs et donc vont entretenir avec la communauté juive séfarade des liens très importants et très forts pour tenter de convaincre ces communautés et ces populations de rallier le projet indépendantiste. Certains membres de la communauté vont d'ailleurs rejoindre le PQ et vont développer et vont s'inscrire véritablement dans ce projet. Ainsi, dans la foulée d'une affirmation nouvelle de l'identité séfarade à travers la diaspora juive, la réalisation de cet ensemble d'organisations et d'institutions communautaires au Québec va encourager le regroupement communautaire et va permettre aux juifs marocains d'affirmer également la prédominance du fait et de la langue française au sein de la communauté. Cet ancrage communautariste va s'accompagner, et je sais, un peu difficile à comprendre, mais très souvent, on ne le comprend pas. C'est comme pour la diaspora haïtienne, elle est très implantée au Québec, mais en même temps, elle a des liens avec la diaspora haïtienne qui sont très forts. C'est la même chose pour la communauté juive, à la fois séfarade et ashkénaze. Parce que l'affirmation identitaire juive séfarade s'appuie sur des pratiques religieuses traditionnelles et sur un attachement indéfectible, comme on l'a vu à l'État d'Israël, certains considèrent désormais comme une recomposition nouvelle du judaïsme mondial et nomment ce mouvement, ce courant de judaïsme séfarade, judaïsme et sionisme d'Orient. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette définition et je dirais que je ne l'ai pas retenue moi-même parce qu'elle pose un certain nombre de problèmes au niveau justement de ces attachements et de ce que signifie aujourd'hui le sionisme. Loin de se résumer à la représentation d'une communauté dans un pays donné, cette identité transnationale redevient donc un axe majeur d'expression de soi pour une grande partie des Juifs originaires d'Afrique du Nord et d'Orient, dans tous les pays où ils se trouvent, particulièrement en Israël. Et donc, c'est très intéressant de voir que la communauté juive montréalaise a participé et a contribué à créer et à alimenter ce courant diasporique transnational séfarade qui maintenant a des ramifications un peu partout dans le monde où il existe des Juifs marocains et où le lien avec Israël est établi via cette diaspora. Et en retour, comme dans tous les mouvements diasporiques, en retour, la diaspora aide à affirmer l'identité dans chacun de ces pays-là. Alors, c'est vraiment bien important à comprendre. Du coup, est-ce que ça donne un rapport ambigu au pays d'accueil? Pas vraiment.
je dirais, comme tout à l'heure je l'ai mentionné, il me semble que le fait qu'on soit membre à part entière d'un pays dont on est citoyen et d'une diaspora à laquelle on se réfère, ce sont des richesses identitaires, beaucoup plus que des exclusivités entre les unes et les autres. Et en fait, le problème du rapport ambigu, c'est le rapport Québec-Canada, dans lequel, évidemment, presque toutes les minorités ethnoculturelles sont prises. Les Juifs séfarades francophones ont vraiment capitalisé sur certaines convergences entre la mémoire historique et la langue française dans le maintien de leurs identités respectives. C'est vraiment très important de voir que chacun de ces groupes, même inconsciemment, mais très consciemment parce qu'on a des textes qui l'indiquent, on voit les convergences qui sont créées et le fait de vouloir s'affirmer francophone à un moment où le Québec valorise la francophonie. Pour autant, il n'y a pas de similitude entre les systèmes de valeurs des Juifs marocains et des Québécois d'origine canadienne-française. On peut noter des convivialités et les enquêtes qui ont été faites pour montrer si on a beaucoup de liens il y a beaucoup de liens qui existent entre les séfarades et les Canadiens et les Québécois d'origine canadienne-française, mais on reste quand même séparés. De ce fait, leur identification au nationalisme québécois ou même canadien reste faible. Tout se passe comme si les membres de la communauté vivaient dans une ville, Montréal, et j'étais étonnée de voir que dans la presse ces derniers jours, qu'il y avait à nouveau un sondage qui montrait que les communautés noires de Montréal s'identifiaient plutôt à Montréal plutôt qu'au Québec ou au Canada. Et j'ai trouvé la même chose dans mes recherches et dans les entrevues qu'on a faites et même dans les sondages qui ont été faits. Les membres de la communauté vivent dans une ville très cosmopolite qui leur permet finalement d'être un peu aveugles à, non pas leur environnement, mais qui ne les force pas à prendre position. Hermétique pour certains d'entre eux au projet souverainiste, la majorité d'entre eux est attachée au caractère démocratique et aux libertés fondamentales garanties par les constitutions canadiennes et québécoises. Donc, au fond, ce qu'on voit, c'est des remaniements identitaires importants, mais qui ne concernent pas véritablement le noyau dur de l'identité de ces personnes. Donc, on a vu que ces facteurs qui ont été importants dans leur intégration économique pour la première génération, rôle déterminant des institutions juives comme la Jayas, le Joint et les instances locales de la communauté dans l'installation et l'intégration des nouveaux arrivants, constitution par ces derniers d'organisations communautaires propres pour sauvegarder et transmettre leur tradition judéo-marocaine désormais appelée séfarade, et 3, arrimage à une diaspora transnationale, tantôt juive marocaine, tantôt séfarade, tantôt mizrahi, qui confère à cette petite minorité juive une cohérence et des relais ailleurs dans le monde. Alors, vous voyez, ce sont ces 3 éléments qui me semblent expliquer que les premières générations qui sont arrivées ont réussi tant bien que mal à tirer leur épingle du jeu. Pas tous, bien sûr, pas tout le monde, pas les femmes de la même manière que les hommes, les plus jeunes avec beaucoup plus de chances que les plus vieux, etc. Pour les secondes et troisième générations, c'est-à-dire celles qui sont nées ici, les difficultés sont différentes. Les défis sont nombreux et peuvent être envisagés de différentes manières. Un rapprochement avec les autres cultures minoritaires québécoises ou une mérencontre avec la majorité d'origine canadienne-française, on ne voit pas vraiment se profiler beaucoup de ces rapprochements, mais on en voit quand même un certain nombre se dessiner.
Une intégration dans l'espace nord-américain autant que francophone. Beaucoup d'entre eux vont parler l'anglais et vont choisir des professions ou des métiers qui leur permettent de voyager en Amérique du Nord. C'est le cas de beaucoup de communautés immigrantes, avec l'avantage qu'ils ont, c'est de parler français comme langue maternelle. Une hybridité potentielle ou un repli communautaire. Et là, la question est vraiment complexe. On ne sait pas aujourd'hui, on a toutes ces choses-là en même temps. Hybridité, beaucoup de jeunes juifs marocains vont épouser des jeunes femmes de différentes origines, même si on a encore beaucoup d'endogamie ethno-religieuse. Et par contre, on a un certain repli communautaire pour des groupes ultra-religieux, dont beaucoup de Marocains, qui sont rentrés dans une orthodoxie religieuse qui donc les amène à avoir un repli communautaire encore plus fermé que celui de la communauté juive marocaine, qui est relativement ouverte, alors que les groupes religieux auxquels ils appartiennent sont plus systématiquement fermés. Alors, dans ce contexte, est-ce qu'on peut parler d'un effacement de l'identité séfarade? Cette situation affecte les perceptions et les projets de la génération qui est née ou a grandi au Québec, différentes par bien des aspects de celles de leurs parents. Ils sont bilingues la plupart du temps, français et anglais. Ils préfèrent parler l'anglais, langue internationale qui leur ouvre l'accès aux professions d'avenir. Cette projection dans un espace linguistique international s'accompagne d'un double mouvement marqué d'une part par un retour important aux pratiques religieuses juives, ce qui inverse le processus de sécularisation initié par la colonisation française et perpétué par les premiers arrivants. Les premiers arrivants étaient beaucoup plus laïques que traditionnels. Et donc, oui, c'était une laïcité de nécessité, mais aussi une laïcité voulue pour certains, qui donc considéraient que la religion relevait du domaine privé et que le reste comptait, qu'ils étaient juifs de manière culturelle plutôt que cultuelle. Et d'autre part, on voit aussi un décalage face au milieu de certains jeunes Québécois dont le nationalisme ou la souveraineté plus affirmée reste étranger à leurs préoccupations. Je dirais que aujourd'hui, si on en croit les sondages que l'on voit, ils ont l'air d'être pas mal pareils que les jeunes Québécois dont la plupart ne déterminent pas leur appartenance particulière au projet souverainiste. Donc, on voit qu'il y a une espèce de ressemblance qui commence à se faire avec la deuxième et la troisième génération, avec le reste de la population. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a un effacement de leur identité séfarade? C'est compliqué à dire. Juifs et Montréalais, donc, ces jeunes se retrouvent en rupture avec la génération de leurs parents, moins enclins à faire de la pratique religieuse la source de leur identité, mais aussi avec la société d'accueil. Divisés entre deux allégeances qui semblent irréconciliables, la canadienne qui contribue à maintenir et à renforcer les clivages ethnoculturels et la québécoise qui est aux prises avec sa propre affirmation politique et identitaire. Nombre de ces jeunes s'affirment juifs et non pas juifs marocains et montréalais, comme on l'a dit tout à l'heure. Montréalais, Montréal, dont le cosmopolitisme leur apparaît garant de la possibilité d'expression de leur propre identité et d'une pluralité d'autres, continue encore de leur apparaître comme un lieu de vie désirable. Alors, les transformations, en 61, la population juive du Canada s'élève à 254 000 personnes. En 71, la moitié vit à Montréal et l'autre moitié à Toronto. Et suite au référendum de 81, une bonne partie des Juifs de Montréal s'exilent à Toronto, qui devient ainsi le centre du judaïsme canadien.
Toronto devient cette métropole qui attire aussi des Juifs marocains, y compris francophones. Et après être passé par Montréal, on va les voir arriver à Toronto, où là, il y a aussi maintenant une identité séfarade relativement importante. Donc, division de cette communauté entre Toronto et Montréal, c'est à peu près tout pour le Canada. Et les rapprochements communautaires dont on parlait tout à l'heure, on pourrait imaginer que l'arrivée importante des musulmans, dont certains sont originaires du Maroc et qui forment une communauté très diversifiée de près de 100 000 personnes ces dernières années, suscite des rapprochements encore timides. Une organisation marocaine joue un rôle non négligeable avec la Maison du Maroc, Dar el Maghrib, et aussi cette organisation pour les Marocains de l'étranger qui les incite à rester marocains malgré le fait qu'ils soient à l'étranger, vont vraiment jouer un rôle très important dans ce processus de rapprochement. Il serait peut-être important d'amplifier ces contacts qui favoriseraient la reconnaissance des contributions des différentes communautés à l'édification d'une histoire nationale commune, leur permettre un meilleur accès aux instances gouvernementales pour des postes, bien sûr, et affirmer de façon collective ce qu'on entend par défense des droits de la personne. Le rôle, bon, en dehors de ces possibles évolutions, le rôle qui reste à définir, paradoxalement, petite communauté qui ne peut pas intervenir seule sur la scène publique, va tenter finalement de faciliter les échanges, d'être et d'occuper un rôle de médiateur. Alors, comme on a dit, la question de la médiation est toujours complexe. La brève histoire que je vous ai racontée de la communauté séfarade du Québec témoigne de sa capacité à intégrer les influences locales et internationales. Et ce modèle de métissage dont l'efficacité a été attestée par de longs siècles de cohabitation interdislam, pourrait lui servir de base pour fonctionner dans une société moderne plurielle, à condition toutefois d'en revoir certains paramètres, comme l'égalité des sexes qui n'est pas encore vraiment la règle dans la communauté, la garantie de la liberté de parole et de culte dans ses propres instances, l'ouverture démocratique au pluralisme de la pensée, etc. Toutes choses que, bien sûr, les communautés ont de la difficulté à pratiquer, tellement c'est encore des vies en vase clos. Dans ces tentatives de dépassement des oppositions binaires, on peut se demander ce qui est visé, l'intégration à une identité canadienne aléatoire ou nord-américaine plus rassurante. Une nouvelle synthèse peut-être entre l'américanité québécoise, dont on parle encore, et le judaïsme en tirant tout le profit de son héritage millénaire en sol marocain, où les influences hébraïques, hispano-andalouses, berbères, arabes, françaises, espagnoles, etc., se sont combinées pour assurer l'existence d'une culture vivante. Alors donc, c'est ça, hybridité, peut-être. Merci encore beaucoup de votre attention. Merci. Attendez, je vais réapparaître, voilà. Merci, c'était hyper intéressant. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses.